Bonjour et bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et durables. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur JS. Alors aujourd'hui à l'épisode, on reçoit Raphaël Boisjoli-Salafranque de l'entreprise IME Expert Conseil, la firme de génie conseil derrière le premier projet multilogement en voie de certification Passivhaus au Québec, soit le Monarque à Sherbrooke. En plus de tout le MEP, c'est-à-dire la ventilation, la plomberie, l'électricité et la protection incendie du bâtiment, ils ont agi comme chef d'orchestre pour atteindre la certification Passivhaus qui devrait être officialisée en 2027. Raphaël agit comme designer Passivhaus du projet. C'est lui qui est en charge de modéliser le bâtiment dans différents outils de modélisation, dont le PHPP évidemment, et agit comme intermédiaire clé entre les concepteurs mécaniques et tous les autres intervenants du projet, c'est-à-dire les architectes, les ingénieurs en structure, les fournisseurs et l'entrepreneur général. On va donc surtout parler de modélisation aujourd'hui, du Code national énergétique du bâtiment 2015 Québec et de l'influence positive que l'approche Passivhaus peut avoir pour l'abordabilité des logements au Québec. Alors, bienvenue au podcast, Raphaël, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci les gars. Ça fait longtemps que je vous écoute. Je trouve que vous faites vraiment une bonne job de vulgarisation. Votre podcast est génial. Merci. Donc, allons droit au but, directement dans le sujet. C'est quoi de la modélisation énergétique, qui plus est la modélisation énergétique Passivhaus? Ouais, certainement. Je vais peut-être prendre un petit peu de recul, puis peut-être juste dire, bon, la simulation énergétique, c'est un domaine en soi qui est en effervescence depuis plusieurs années. Mais pour rendre quelque chose de simple qui est assez compliqué, on pourrait dire qu'un simulateur énergétique, dans un projet, il va essayer au meilleur de ses compétences, puis surtout au meilleur des documents qui lui sont fournis, de créer un clone virtuel de la bâtisse. Okay? Donc, à l'aide de différents outils de modélisation qui existent sur le marché, il va être capable de recréer, si tu veux, le bâtiment qui est déjà construit ou qui va être construit, autant au niveau de la volumétrie que de l'enveloppe, que l'ensemble des systèmes mécaniques. Puis ensuite, il va évoluer ce clone-là, si tu veux, à l'aide d'un fichier météo pour pouvoir représenter, en termes d'une année type, ça serait quoi la consommation énergétique que ce bâtiment-là aurait. C'est quoi les limites alors de ces programmes-là? On veut créer un clone, un clone virtuel, là, le digital twin qu'on dit en anglais. Oui. Il doit avoir des limites là, à tout ça. Pourquoi? On est-tu rendu là à créer vraiment un clone parfait? Ou qu'est-ce qui nous manque? Non, je crois pas qu'on s'est rendu à faire un clone parfait. Il y a tout le temps des petites clauses qui disent dans les rapports énergétiques que ceci ne représente pas la réelle consommation énergétique des bâtiments pour diverses raisons, notamment à cause que la météo, c'est quelque chose qui change. Quand on va simuler le bâtiment, on se sert de fichiers météo d'années antérieures, donc c'est pas nécessairement garant du futur. À travers le processus de modélisation, également, un bâtiment qui évolue dans une année entière avec l'ensemble de ses systèmes mécaniques, c'est une bébelle assez complexe. Il y a différentes simplifications, hypothèses qui sont faites tout du long, mais actuellement, je crois qu'on est capable, en fait, d'arriver à des résultats qui peuvent être utiles comme outil de décision, en fait. Puis c'est surtout ça qui se passe, en fait, en modélisation. C'est tout le temps, en fait, ou fréquemment, en fait, un outil de comparaison en différents scénarios. Donc, tu vas avoir ton bâtiment qu'on dit proposé, qui se trouve à être le plus proche possible du bâtiment qui va être construit. Puis ensuite, tu le compares avec une référence. Donc, dépendamment, c'est quoi l'objectif de ta simulation énergétique, tu as des références qui vont varier. Puis ensuite, une fois que tu es capable d'avoir sa consommation énergétique des deux modèles, là, tu peux avoir une idée un peu plus claire de l'impact des différentes mesures d'efficacité énergétique qui ont été mises en place dans ton bâtiment proposé. C'est quoi l'impact de changer les fenêtres? C'est quoi l'impact de mettre des VRF ou des systèmes mécaniques plus performants? Autant sur la consommation énergétique que sur les coûts énergétiques également d'opération de la bâtisse. Toi, tu utilises beaucoup le PHPP. Tu es un expert PHPP, finalement. En fait, la première fois que j'ai utilisé le PHPP, c'est à travers du projet du Monarque qu'on va parler en détail un peu plus tard. Mais antérieurement à ça, il y a deux logiciels que je suis particulièrement familier avec qui sont communément utilisés dans le domaine. Le premier étant eQuest, qui est la référence un peu au niveau de la simulation énergétique. Ça fait des années qu'il est utilisé par plusieurs modélisateurs.
Puis c'est également lui qui est principalement enseigné également dans les différents programmes. Puis le second logiciel s'appelle IESVE, qui est un logiciel payant. C'est une belle distinction à faire entre les deux également. eQuest est un logiciel gratuit, donc n'importe qui peut le télécharger puis s'en servir. Tandis que IESVE est un logiciel propriétaire payant. Donc, évidemment que les capacités des logiciels sont différentes, mais il y a des organismes là, qui s'assurent en fait que tous les logiciels de simulation qui sont utilisés respectent certains critères là, au niveau des algorithmes à l'intérieur, puis ainsi de suite. Fait que les programmes, disons, un programme un peu plus complet, c'est quoi? Il y a plus... il va te laisser aller un peu plus en profondeur, un peu plus en détail. Il va te donner plus, disons, de paramètres à aller coder. Donc, techniquement, il faut avoir un digital twin plus précis ou ça n'a rien à voir? Tu sais, c'est quoi la différence entre différents logiciels de modélisation? Ben, en fait, c'est une bonne question, là, mais il existe autant de différences entre les différents logiciels qu'il existe de logiciels, en fait. Là. Je peux dire la principale différence, si tu veux, entre eQuest puis IESVE, parce que ces logiciels-là, ultimement, c'est une interface utilisateur. Okay? Cette interface-là utilisateur utilise un moteur de calcul. Ces moteurs de calcul-là, c'est le produit d'années de recherche. Par exemple, eQuest utilise un moteur de calcul nommé DOE2, qui a été développé par le département de l'énergie américaine, qui est maintenant... le département de l'énergie américaine ont arrêté de développer ce moteur de calcul-là, puis ils sont allés vers un nouveau moteur de calcul qui s'appelle Energy+. Okay? Energy+, est utilisé dans plusieurs logiciels, notamment IESVE, puis notamment également OpenStudio, il y en a un paquet d'autres, mais tout ça pour dire que le moteur en dessous de l'interface utilisateur est plus performante, plus à jour, te permettre plus de latitude, puis surtout te permettre d'intégrer les nouveautés sur le marché. Exemple, les particularités des systèmes VRF, avec les débits de réfrigérants qui fluctuent, les boîtes de récupération de chaleur sur ces boîtes de réfrigérants-là. À même le logiciel IESVE, il y a des modules qui sont intégrés pour te permettre de quantifier plus précisément, si tu veux, l'énergie réelle que ces systèmes-là risquent de consommer. T'sais. Puis il y a un paquet d'autres outils également qui facilitent l'intrant de données. Pour aider un peu nos auditeurs à se retrouver là-dedans, ceux qui ont étudié là-dedans vont... moi, j'ai étudié un peu ça, le DOE. Là, on l'a utilisé, je me souviens plus c'était quoi le logiciel, mais en modélisation. Puis il y a des gens qui me disent oui, mais c'est juste du transfert de chaleur et tout. Non, c'est quand même complexe en de ça. C'est comme la météo. On n'arrive pas à prédire d'avance pendant 2 semaines la météo parce que c'est des algorithmes tellement complexes, ça prend tellement de puissance de calcul. Le transfert de chaleur, c'est des affaires qui sont vraiment compliquées. Là. Les formules mathématiques en de ça là, sont assez complexes. C'est pas juste t'as 22 degrés d'un bord, puis je vais avoir 21 de l'autre bord, puis OK, j'y donne 1 degré. Tu peux pas calculer en degrés. C'est exactement. Puis, si je peux renchérir là-dessus aussi, une fois qu'on a la volumétrie, l'ensemble des systèmes mécaniques de modéliser puis qu'on le fait évoluer dans le temps, il faut également prendre en considération l'occupation de cette bâtisse-là. Fait qu'on va avoir ce qu'ils appellent des fichiers horaires qui vont influencer autant les charges d'occupation, qui va faire varier, par exemple, une occupation résidentielle, fort possible qu'il y ait moins d'occupants sur l'heure du midi, mettons, dans des habitations. Tandis que le soir, l'horaire qui touche les charges d'eau chaude domestique, fort possible que tu aies un pic de demande d'eau chaude domestique le matin ou le soir quand les gens prennent leur douche ou leur bain. Puis ainsi de suite, chacune des composantes mécaniques ou électriques qui sont modélisées dans les logiciels, ils vont avoir des horaires qui leur est associés pour essayer de représenter un peu l'utilisation normale que les personnes qui bénéficient de ce bâtiment-là en feraient. Là. Je vais penser à voix haute. Fait que je ne sais pas si je vais m'embourber dans mes explications, là. Mais dans le fond, la façon que tu viens de le dire là, le bâtiment, on a l'impression que c'est un élément très statique qui va gérer des éléments ultra dynamiques à l'extérieur et en dedans. Quand je dis dynamique, ça veut dire que ça va tellement changer dans le temps. Chaque individu va dégager une certaine quantité de chaleur différente dans les faits. On va le modéliser probablement en assumant une certaine quantité de watts, mais dans les faits, un enfant ne dégage pas autant d'énergie que quelqu'un de, 35 ans qui vient de s'entraîner, mettons. À l'extérieur, les vents, la déperdition thermique par ce qui est de convection, conduction ou même rayonnement, tout ça change.
Puis en réalité, là, le lien ici, là, c'est le bâtiment passif qui, lui, se veut un bâtiment quand même inertiel au niveau du transfert de chaleur et d'énergie entre l'extérieur et l'intérieur. C'est un peu comme... Modéliser ça, c'est comme un peu modéliser une espèce de suspension pour un automobile qui fait le lien entre une route caoteuse, qui serait l'extérieur, puis les habitants à l'intérieur qui vont conduire le véhicule dans différentes conditions. Puis ta suspension, parce que ici, c'est l'image de suspension, ce serait le bâtiment, qui ferait office justement d'absorption dans le temps. Ça a-tu l'allure? Qu'est-ce que je dis? Oui, définitivement. C'est certain que si ton bâtiment a une masse thermique beaucoup plus grande, puis des transferts de chaleur beaucoup moins importants qu'un bâtiment qui serait construit au minimum code, c'est certain que ta résilience, comme tu dis, à travers le temps de ton bâtiment va être accentuée, parce que le chauffage peut arrêter pendant une certaine période, puis tu ne vas pas avoir une déperdition thermique aussi importante que si tu as un bâtiment construit au minimum code. Ben, justement, ce concept-là là, de masse thermique, c'est pas, je suis sûr que ça ne doit pas être tous les logiciels de modélisation là, qui ont ce paramètre-là dedans. Il y en a qui vont juste regarder, disons, la valeur R d'un mur, puis c'est ça qui est ça. T'sais. En fait, la plupart des logiciels de modélisation accrédités, tu dois considérer l'impact de la masse thermique. Donc, quand tu vas faire ta volumétrie, tu vas définir ton assemblage de murs, par exemple. Okay. Donc, tu vas définir que tu as de la brique à l'extérieur, que ça, c'est les propriétés thermiques massiques de la brique, que tu as tel type d'isolant avec telle propriété thermique. Puis tout ce transfert-là de chaleur avec l'impact massique est pris en compte dans les logiciels de simulation énergétique. Donc, ouais. Parlant de logiciel puis de masse thermique, là, je ne veux pas te lancer une balle courbe. C'est drôle, je dis ça souvent dans les podcasts. Là. Qu'est-ce que tu penses... OK, on va envoyer autrement. As-tu testé le PHPP contre, mettons, le eQuest ou le IESVE? Je vais avoir à le faire, en fait, là, parce qu'au travers du processus de certification du bâtiment, c'est moi qui est en charge, en fait, de monter le PHPP. Puis, à toute fin pratique, le PHPP, c'est un logiciel de simulation énergétique qui a été monté par le Passivhaus Institute, donc qui ont comme la mainmise un peu dessus. Puis le fait que son format soit un chiffrier Excel avec énormément d'intrants, ben, ça fait en sorte que le logiciel est un peu plus transparent, je dirais. C'est un peu moins une boîte noire, comme on dit des fois, là, comparativement à d'autres logiciels. Donc, je n'ai pas encore testé la différence, mais c'est certain qu'il va en avoir une parce qu'ils ne prennent pas en compte les mêmes intrants. Par exemple, l'impact de dépressurisation de ta sécheuse sur ton logement. Quand ta sécheuse à part, tu vas évacuer ton air. Fait ultimement, tu vas dépressuriser ton espace de vie. Ça, c'est rarement, voire jamais pris en compte dans les logiciels de simulation dits usuels, mettons. Puis d'après toi, ça a-tu un impact majeur? Une sécheuse, mettons? Ben, ça dépend, tu le compares à quoi? C'est tout le temps ça. Hein? L'efficacité énergétique, c'est un terme un peu fourre-tout qu'on entend un peu à toutes les sauces. Puis en réalité, ça dépend. C'est une comparaison. Tu compares, mettons, un bâtiment construit au minimum code à une grange extérieure, ben c'est certain que ton bâtiment minimum code va être performant, comparé à ta grange. Fait que c'est sûr que si je te dis, bon, ben, dans un bâtiment standard, peut-être que la sécheuse, la perte de chaleur de l'évacuation de cet air chaud-là, peut-être qu'elle va être négligeable comparativement au reste de la perte de chaleur de ton bâtiment. Mais si, par exemple, tu le compares à un bâtiment qui est Passivhaus, qui est déjà super étanche, super bien isolé, puis ainsi de suite, là, par contre, il faut peut-être voir une couple de points de pourcentage affecté. Là. C'est sûr que sur un seul logement, peut-être que l'impact relatif il est plus faible, mais là, on va parler du Monarque qui est un multilogement. Et combien de portes, combien de logements? 134 logements, oui. Fait que 134 logements, je ne sais pas s'ils ont chacun leur sécheuse, mais 134, oui. Mettons. Oui, bon. Fait que mettons que la moitié des sécheuses fonctionnent en même temps, c'est une crise d'impact, là. 60 sécheuses qui évacuent d'une shot d'un bâtiment ultra étanche, ça va avoir un méga impact, là. Avant d'aller dans le Monarque, j'ai une question pour toi. J'ai une autre balle courbe, dans le fond. Qu'est-ce que tu penses du minimum code au niveau énergétique? Ouais, ben ça, en fait, ça fait partie de ma job de pouvoir un peu naviguer à travers les différents codes énergétiques, puis comprendre leurs différences, puis ainsi de suite. Parce que si on regarde un peu plus ce qui est petits bâtiments résidentiels, donc le chapitre 9 puis le chapitre 11 qui concerne l'efficacité énergétique des petits bâtiments, c'est comme un peu leur propre monde au niveau de l'efficacité énergétique de ces bâtiments-là avec nouveau climat, puis ainsi de suite. Mais tout autre bâtiment est assujetti au CNEB 2015 Québec, qui est rentré en vigueur il y a quelques années déjà, puis qui a
qui était, comme tu me dire, une balle courbe un peu à toute l'industrie, tu sais. Puis, ces bâtiments-là, ils n'ont pas le choix de prouver leur conformité au Code énergétique 2015 Québec. Il y a 3 méthodes pour faire ça. La première méthode, c'est la méthode prescriptive, qui peut être faite simplement par les architectes du projet. Donc, eux, ils vont mettre les valeurs d'isolation, les valeurs de pont thermique minimales, qui est prescrit par le Code pour les différentes régions du Québec. Ensuite, tu as la méthode de solution de remplacement. Donc ça, c'est par exemple, l'architecte décide de ne pas respecter les valeurs prescriptives pour le toit. Il va en mettre une isolation qui est un peu inférieure, mais il va se reprendre en mettant un peu plus d'isolation soit dans les murs ou dans les fenêtres. Par calcul relativement simple, il est capable de prouver que ce changement-là fait en sorte que ton bâtiment proposé respecte le code énergétique. Là, tu as la troisième méthode où est-ce que moi, je rentre en ligne de compte, qui se trouve être la méthode de performance. Puis, elle est basée sur la simulation énergétique. Il y a un chapitre en entier dans le CNEB qui décrit qu'est-ce qui est permis de faire, qu'est-ce qui n'est pas permis de faire, les hypothèses acceptables, puis ensuite les façons de faire, sur la règle de l'or de modélisation d'un bâtiment de référence. Puis, c'est dans le chapitre 8. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas modéliser l'ensemble de ton bâtiment proposé sans aucune exigence prescriptive. Donc, tu peux faire un peu qu'est-ce que tu veux, OK? Puis ton bâtiment de référence, lui, ça va être la même volumétrie que ton bâtiment proposé, à différence que lui, l'ensemble des éléments prescriptifs sont respectés. Donc, isolation des fenêtres, isolation des murs, fenêtres, toit, ainsi de suite. Performance des systèmes mécaniques également, tout ce qui est prescriptif. Puis après ça, dans le fond, tu compares la consommation énergétique des deux bâtiments. Puis, si tu es capable de prouver par simulation énergétique que ton bâtiment proposé est va consommer moins d'énergie annuellement que ton bâtiment référence, ben c'est correct, tu as atteint la conformité au CNEB 2015 Québec. T'sais. Mais ça, d'après moi, ça entraîne certaines problématiques, notamment si ton bâtiment proposé, il y a une volumétrie qui est pas excellente, mettons. C'est que le fameux facteur là, où est-ce que tu vas diviser ta volumétrie par ta surface extérieure, le volumique surfacique, si ce concept-là, mettons, il est mauvais, entre guillemets, dans ton bâtiment, puis tu as un bâtiment qui consomme beaucoup, ben, ta référence, elle a le même facteur volumétrique. T'sais. Fait que tu compares deux bâtiments qui auraient pu être optimisés simplement en changeant la volumétrie du bâtiment. T'sais. C'est pour ça que plus tard, ça m'amène en fait à parler de pourquoi est-ce que j'adore la certification PACEVAS, parce que les métriques d'atteinte de certification PACEVAS, c'est des métriques claires qui sont basées sur le pied carré de surface habitable. T'sais. Donc, par exemple, le TEDI, l'acronyme en anglais pour Thermal Energy Demand Intensity, qui est, à mon sens, le plus difficile à atteindre lorsqu'on va chercher une certification PACEVAS, ça prend en compte, en fait, l'ensemble de tes besoins en chauffage et non l'énergie consommée pour chauffer. Il y a une petite distinction à faire. Parce que si, mettons, j'ai une thermopompe, ben, mon énergie pour chauffer va être moindre parce que j'ai un coefficient de performance sur mon équipement. Tandis que le TEDI, lui, ça ne prend pas en compte l'efficacité des équipements, mais bien seulement le besoin en énergie pour chauffer divisé par ton mètre carré de surface habitable. Dans le cas d'un PACEVAS classique, c'est 15 kWh par mètre carré par année. Puis dans le cas de la certification qu'on veut atteindre, nous, PACEVAS Low Energy Building, donc Philo Energy Building, ça se trouve à être 30 kWh par mètre carré par année de demande en besoin de chauffage. Pourquoi le CNEB n'est pas applicable ou appliqué ou promu, prenez le verbe que vous voulez, là, dans ce qu'on appelle le petit résidentiel? C'est la partie 9. Pourquoi c'est pas encore rentré? Parce qu'on s'entend, tout le monde a une maison, là. Ouais. De un, est-ce qu'on aurait assez de monde pour le faire? Parce que, tu sais, en fait, pour l'avoir vécu moi-même, là, cette phase de CNEB, j'ai travaillé sur un projet, là, justement, c'est un multilogement aussi, qui devait se conformer au CNEB. Puis la méthode aussi qui est la plus, je dirais pas plus facile, mais la méthode qui est la plus, la moins chiante, c'est vraiment ça le terme, la moins chiante à faire, c'est vraiment le faire par la façon de modélisation énergétique. Donc, la troisième option. Le prescriptif, c'est très... Genre, c'est tellement de preuves, c'est contraignant. C'est des preuves à aller donner, des ci, des ça. La modélisation énergétique, c'est la meilleure. Mais tu as besoin d'un modélisateur énergétique. Là, si on commence à ouvrir ça pour tous les bâtiments,
Raphaël, selon toi, puis pour l'avoir vécu, on est-tu capable on a-tu assez de modélisateurs énergétiques pour suivre cette demande-là? D'après moi, non. C'est une bonne question aussi, mais puis il y a également le fait que le marché résidentiel et le marché commercial est quand même assez distinct, notamment au niveau des informations que tu peux avoir sur les différents produits que tu as. Mais non, c'est ça. D'après moi, il manque de personnel pour réaliser cet enjeu-là. Puis on le voit aussi avec d'autres programmes, d'autres programmes gouvernementaux qui demandent en fait qu'il y ait des simulations énergétiques. Je pense notamment au fameux APH Select qui a été communément utilisé dans les dernières années par l'ensemble des promoteurs immobiliers et avec raison. C'est tellement avantageux au niveau des prêts hypothécaires. Mais pour aller chercher les points nécessaires, dépendamment c'était quoi ton cheval de bataille, si tu l'accessibilité, si tu l'abordabilité ou si tu l'efficacité énergétique. Si c'est l'efficacité énergétique, tu as besoin d'avoir un simulateur. Fait que ça a créé une demande sans précédent au niveau des besoins en simulation. Puis toutes les entreprises qui offrent ce service-là de simulation, du APH et là, qui en font énormément. Puis, fun fact d'ailleurs, ce programme-là en question, vu que c'est un programme pan-canadien, ta référence, c'est pas le CNB 2015 Québec, c'est le CNB 2017 canadien. Fait que ça influence quand même beaucoup au niveau des procédures de modélisation. Puis il y a plein de particularités qui rentrent en ligne de compte. Fait que dire que ton bâtiment est efficace, ok, mais il est efficace comparé à quoi? C'est tout le temps ça. Avant qu'on rentre dans le monarque, là, un des buts aussi du podcast, c'est d'identifier c'est quoi ces restrictions, mais pour qu'on puisse grandir en tant que marché québécois, pour qu'on puisse s'y rendre. Explique-moi un peu c'était quoi ton parcours d'éducation pour se rendre à être modélisateur énergétique. C'est quoi c'était quoi ton parcours? C'était quoi que tu as dû faire comme cours? C'est ça. Pour se rendre à ce point-là, c'est-tu difficile? C'est-tu c'est sûr que c'est des concepts à pied nez, qui sont quand même qui peuvent être difficiles à comprendre, je dirais un peu. Fait que c'est sûr qu'avoir un bon background au niveau théorique, ça aide beaucoup. C'est le cas de jouer avec les différentes unités, des performances d'équipement, et ainsi de suite. Fait qu'un background mécanique, en termes de mécanique du bâtiment, d'après moi, c'est quand même nécessaire. Es-tu obligé d'être ingénieur mécanique pour faire la modélisation énergétique? Tu vois, non, actuellement, c'est pas un acte réservé aux ingénieurs. Il y a plusieurs personnes qui poussent pour que ça le soit. Dont moi, d'après moi, ça devrait être un acte réservé parce que les conclusions de ta modélisation énergétique influencent directement le projet et la construction. Donc, va influencer les choix de design des personnes qui, eux, doivent poser des actes réservés. Donc, d'après moi, la simulation énergétique, ça devrait faire partie du champ de compétences des ingénieurs. Mais si je reviens un peu à savoir c'est quoi mon background, j'ai fait un prix universitaire de 2 ans, puis après ça, je suis rentré à un programme à l'Université de Sherbrooke qui s'appelle Génie du bâtiment. Donc, dans le monde francophone, c'est relativement un nouveau programme. Il y avait des cursus similaires là, au Québec, mais dans le monde anglophone, notamment à Concordia, le Building Engineering, qui est présent depuis une dizaine d'années. Puis en Europe également, c'est quelque chose qui est fréquent aussi de voir des ingénieurs en bâtiment, si tu veux, notamment en France. J'ai réalisé ce programme-là 4 ans et demi en mode coop, puis ainsi de suite. Puis, qu'est-ce qui est génial dans ce programme-là, d'ailleurs, c'est les stages. En fait, tout le long de ton cursus, tu as des stages. Tu vas avoir 5 stages de 4 mois à travers ton cursus. Fait que tu es rémunéré, ça te permet de toucher le plancher des vaches, puis de concrètement savoir, ce domaine-là m'intéresse, ce domaine-là ne m'intéresse pas. Puis j'ai eu la chance justement de toucher un peu à ça, l'efficacité énergétique, la simulation énergétique, puis ainsi de suite. C'est comme ça que je me suis enligné. Puis à travers mon parcours universitaire, puis une couple d'autres amis, vu que c'est un programme assez nouveau, j'ai une bâtiment à l'Université de Sherbrooke, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle les groupes techniques. Des groupes techniques à l'Université de Sherbrooke, c'est qu'est-ce qui fait? Une de leurs forces, là, c'est comme du parascolaire un peu. Mais pour les gens en génie, tu sais. Fait que, mettons que tu es en génie mécanique, il y a un groupe technique qui va monter des motos électriques puis qui vont faire des courses, mettons, tu sais. Mais on n'avait pas vraiment de groupe technique encore pour les gens en bâtiment. Donc, on a parti un groupe qui s'appelle BIUS, qui est encore en fonction. Là, il y a encore des beaux projets qui s'en viennent. Ça fait plusieurs années que je ne suis plus là-dedans. Là. Mais bref, tout ça pour dire qu'à travers mon parcours, le groupe BIUS pour bâtiment intelligent à l'Université de Sherbrooke, notre premier projet, ça s'appelait VG360, qui était une serre.
Puis l'objectif de ce projet-là, en fait, les valeurs de ce groupe-là, notamment, ça se trouve être la liberté de droit. Fait que toute la conception qui a été faite à travers ce projet-là est complètement libre de droit, puis on a donné l'ensemble des plans à travers notre site web. Puis dans le fond, c'était une... Tiens-toi bien, c'est quand même assez funky, mais c'est une serre qui a été conçue selon les concepts Passivhaus. Donc, on y était avec une double ossature de bois, une isolation en fibre de chanvre, une forme assez standard que tu peux voir dans la conception bioclimatique, là, avec la fenestration plein sud, puis ainsi de suite. Puis elle est autonome énergétiquement également, il y a des panneaux solaires, puis ainsi de suite. Fait que, il y a déjà plusieurs personnes qui ont repris les plans et qui ont reconstruit le projet. Il y a notamment une école quelque part en Estrie qui s'appelle le Tournesol, je ne m'abuse, qu'ils ont construit une version un peu très similaire avec les plans qui ont été fournis, qui fonctionnent ultimement comme à l'année entière sans réellement avoir un besoin de chauffage, en fait. Tu es capable de maintenir une température plus haute que zéro, pas mal tout le long de l'année. Fait que dès que ce projet-là, j'ai comme été, si tu veux, introduit à l'univers du passif, si tu veux, puis j'ai réalisé que, hey, la plus belle énergie que tu peux pas avoir, c'est celle que tu n'as pas besoin, c'est la plus verte, là, tu sais. Fait que si tu es capable... Ouais, c'est ça. Si tu es capable de diminuer tes besoins en chauffage ou en climatisation à la source, puis après ça, oui, y répondre avec un équipement efficace, mais bravo, là, tu as le meilleur des deux mondes. On entend ta passion dans ta voix, dans tes explications. On l'entend aussi dans les coups. En passant, les auditeurs, ce que vous entendez, c'est Raphaël qui cogne sur son bureau. Fait que, dans le fond, rentrez ça dans votre tête. C'est ça qu'il dit dans le fond. POC! Exactement. Est-ce que le Monarque, vous avez regardé la possibilité de mettre une serre, justement? Non, ça n'a pas été envisagé. Là, si tu veux, je peux faire un petit bout de chemin sur le Monarque, peut-être. Je pense qu'on a envie d'en parler du Monarque. C'était mon introduction de coordination de deux sujets. Fait que, on l'a mis en lumière sur le néon. Allons-y dans le Monarque. Fait que le Monarque, finalement. C'est quoi le Monarque? Hein? Bon, le Monarque, comme tu l'as dit dans l'introduction, c'est un projet multirésidentiel, 134 logements, qui vise à atteindre la certification Passivhaus Low Energy Building. Donc, c'est une certification Passivhaus, mais qui est un peu moins restrictive que le Passivhaus classique, notamment la différence entre le 30 kWh/m² et le 15 kWh/m² en besoin de chauffage. Dès le départ du projet, faut préciser que c'est un OBNL qui est le client de ce projet-là, qui est à vocation de faire des logements sociaux. Donc, l'entièreté du projet, les 134 logements, vont être à vocation sociale puis vont être abordables. Ce projet-là, il a été capable de lever de terre grâce à la participation au programme, le FAC, Programme d'habitation abordable Québec, qui est le projet, en fait, pour faciliter la construction puis accélérer la construction d'habitations abordables au Québec du gouvernement Legault. Puis, dès le départ, c'était pour des gens considérés comme étant à faible revenu. Okay? Donc, également, une partie importante de ce programme-là, c'est qu'il incite fortement à la conception intégrée. Donc, avant même de pouvoir déposer le projet à la fac, il faut déjà que tu aies ton équipe de projet. Il faut déjà que tu aies des plans préliminaires, et ainsi de suite. Que ça force tous les intervenants à travailler de concert initialement, puis à tout travailler dans le même sens. Fait que là, on avait des réunions de début de projet avec tous les intervenants, les architectes, l'entrepreneur, les ingénieurs structure, puis ainsi de suite. Puis il y a une particularité du projet qui dit qu'il faut qu'il y ait une facette innovante, si tu veux, dans le projet. Donc, étant fervent de la certification Passivhaus, j'ai proposé ceci à l'équipe de projet, puis ma plus grande surprise est de voir justement que l'entièreté des intervenants était intéressée à ça. La cliente, elle, qu'est-ce qui est allée la chercher principalement, ça se trouve être le coût de revient énergétique aux gens à faible revenu. T'sais. Parce que la plupart de ces logements sociaux-là, financés par l'État, puis ainsi de suite, les coûts énergétiques sont souvent refilés un peu aux locataires déjà à faible revenu. T'sais. Donc, si tu es capable de diminuer les frais énergétiques de l'ordre de 60, 70, 80% en termes de dépenses énergétiques en chauffage, qui est la principale dépense énergétique des ménages, ben, tu viens de faire en sorte que les gens à faible revenu ont plus d'argent dans leur poche à la fin du mois. Fait que c'est vraiment cette mixité-là entre diminution de dépenses énergétiques, puis là, on ne parle même pas de ce qui est résilience face au changement climatique, confort de l'occupant inégalé,
puis ainsi de suite. Là, vraiment juste au niveau coût de revient d'énergie pour le locataire à faible revenu. C'était vraiment ça, en fait, le silver bullet. Là, le moteur est souvent l'argent, puis c'est normal. Ben, en fait, non, l'argent, c'est pas le moteur. L'argent, c'est le gaz dans le moteur. Fait que c'est souvent un élément, je veux dire limitant, mais pas limitant, mais dans le sens, un élément très, très, très important dans l'équation de n'importe quel projet de construction. Là. Mais quand tu as pas approché, mais tu as parlé du passé-base dans le meeting de groupe, là, combien connaissaient le passé-base? Je dirais les architectes étaient familiers, mais à part ça, personne. T'sais. Puis les architectes, ils semblaient dire que c'était leur rêve de pouvoir réaliser un bâtiment passé-base dans leur carrière. Puis ils ne pensaient pas y être avant des années. Fait que ça a pris quand même beaucoup de courage, puis on a été chanceux d'être entouré d'une équipe avec autant de courage, parce que c'est des enjeux, puis ça, c'est quelque chose que je veux souligner. S'il y a des projets multirésidentiels ou n'importe quel projet d'envergure qui souhaite atteindre la certification passé-base, il faut que dès le départ, tous les intervenants soient mis dans le bateau. Parce que tous les professionnels ont leur grain de sel à mettre dedans, puis ça implique du travail, du surcoût de travail pour tous les professionnels. Autant les ingénieurs en structure qui ont dû travailler leurs détails de pont thermique, que les architectes qui ont dû travailler leurs détails d'étanchéité, d'isolation, puis ainsi de suite, que nous, les ingénieurs mécaniques, des équipements qu'on n'a pas l'habitude de spécifier, des façons de faire qu'on n'a pas l'habitude de spécifier nécessairement. Okay. Je veux pas vous en enlever, mais en fait, au moins ce qui est le fun, c'est que on n'est pas en train de réinventer la roue, puis ce genre de projet-là existe. Pas, je veux dire, pas il existe, mais ça a déjà été fait. Les solutions existent. Les méthodes de construction existent, on a les connaissances pour le faire. Je crois que le nerf de la guerre aussi était du côté politique, quasiment, politique puis financier. C'est comment qu'on est capable de l'apporter en table, comment qu'on est capable d'intégrer le passé-base à ces niveaux-là. Parce que, oui, tu le dis, oui, c'est difficile, là, ça prend cette coordination-là, mais au moins, c'est pas comme si on doit justement développer des nouvelles méthodes de pont thermique. Ben, ça existe. Il y a des balcons sans pont thermique, il y a des clips sans pont thermique. On est capable de le faire de nos jours. Je crois que maintenant, au Québec, ce qui est difficile, c'est le côté financier, de comment on est capable de justement passer ce message-là. On le disait, l'argent, c'est l'essence du moteur. Puis, le côté politique, c'est comment on est capable de justifier ce genre d'investissement-là. Puis, je crois que justement, tu le disais, un logement abordable, ça fait beaucoup de sens. Effectivement, puis encore là, il y a des exemples concrets puis proches de nous qui ont déjà été réalisés, qui ont déjà fait ces liens-là. En Ontario, il y en a des projets de logement à 100% social qui ont été chercher leur certification passé-base. Bon, eux, c'est un peu plus facile à justifier étant donné que les frais énergétiques sont beaucoup plus élevés. Donc, le retour sur l'investissement se fait relativement plus rapidement aussi. Ça, d'ailleurs, c'est un frein un peu à toutes ces mesures d'efficacité énergétique au Québec, mais à cause de notre tarif électrique qui est super bas. Mais il ne sera pas bas toujours. Dans le futur, et on le voit avec le projet de loi 69, puis ainsi de suite, ça va être amené à changer ces tarifs-là énergétiques. Fait que, aussi bien prendre les devants avec un bâtiment qui va de l'avant par rapport au minimum de construction actuel, avoir un bâtiment qui est réellement résilient face au changement climatique. Puis on le voit aussi là, dans les objectifs du gouvernement canadien et québécois, dans leur émission de code de bâtiment, l'objectif de carboneutralité en 2050 est là, puis les bâtiments ils ont un rôle à jouer. Fait qu'on le voit dans toutes les émissions de code de construction que le Canada fait, ça tend vers des bâtiments net zéro. Donc, c'est ça l'objectif. Là, c'est juste de prendre les taureaux par les cornes, puis aller avant, puis dire, check, on essaye ce projet pilote-là, on en apprend, puis après ça, ça peut servir de stepping stone pour les autres projets, pour apprendre les requis de ce projet-là, les erreurs, où est-ce qu'ils ont été faites, comment les corriger, puis comment est-ce qu'on va de l'avant après pour avoir plus de beaux projets comme ça, qui sont résilients, puis avoir un parc immobilier qui est décarboné en 2050. Il faut passer à l'action. Tu as soulevé la loi 69? Le projet de loi 69, en fait, qui est le fameux projet de loi du ministre Fitzgibbon là, sur l'avenir énergétique du Québec. Là. Donc, j'en connais pas les détails, j'ai pas lu le projet de loi, mais il va y avoir des gros changements. Ouais, c'est quoi?
je pourrais pas en fait m'avancer là-dessus, là, malheureusement, mais c'est des changements au niveau d'Hydro-Québec et des pouvoirs en fait de la gestion énergétique, si tu veux, qui est répartie en des différentes institutions politiques et ainsi de suite. Là, mais un autre projet de loi, qui est le projet de loi sur la déclaration de la consommation énergétique, il va y avoir prochainement, l'ensemble des bâtiments vont devoir en fait émettre une cote un peu énergétique, si tu veux. Okay? Fait que c'est quelque chose qui s'en vient dans les cartons, ça là. Il va falloir que tu puisses dire, bon, mon bâtiment, il y a telle émission annuelle de CO2, il consomme telle quantité d'énergie. Fait que divisé par ton pied carré, ça revient à telle valeur par pied carré, donc tu as la cote X. Si on regarde un peu ces systèmes-là à travers le monde, mettons l'Europe, ils en ont un très similaire, sauf que eux, leur programme, ils ont des dents. Okay? Si tu as une cote énergétique qui est trop faible, tu n'as plus le droit de louer ton bâtiment, tu n'as plus le droit de vendre ton bâtiment. Il faut que tu te conformes au minimum que l'État considère. T'sais. On l'attend impatiemment, ça. Ça, on l'attend impatiemment. Oui, c'est une couple de fois qu'on en parle. On en parlait justement avec Will de construction en raquette. Là. Ça prend des bâtons. Là. Tu sais, comme il dit, ben non, tu peux plus construire ton mur avec une isolation R3. On marche pas. Tu as un minimum à respecter. Faut stepper up. Pourquoi on est en retard de même au Québec, d'après toi, Raph? C'est le coût de nos kilowattheures. C'est l'électricité la moins chère en Amérique du Nord est ici, tu sais. Fait que, puis de plus en plus, on veut essayer de décarboner nos bâtiments. Fait que ça veut dire prendre le gaz puis le remplacer par de l'électricité, tu sais. On en parlait en pré-pod, là, puis tu m'as dit que Hydro-Québec, là, aussi, rentre avec une petite subvention aussi pour ce projet-là. Donc, ils ont un intérêt financier dans ce projet-là? Ben, d'après moi, oui, Hydro-Québec, ils ont des objectifs très ambitieux en termes de production énergétique et surtout de réduction de consommation énergétique dans l'ensemble des bâtiments au Québec. Fait que, oui, à mon sens, c'est juste logique de dire on encourage des projets qui visent à avoir des besoins énergétiques vraiment inférieurs au minimum code parce que, ultimement, c'est des kilowattheures sauvés, tu sais. Fait que, c'est ça. Actuellement, il y a beaucoup de subventions d'Hydro-Québec qui vont subventionner l'efficacité des systèmes, donc directement les équipements. Leur magnifique outil qui s'appelle OSE facilite beaucoup toutes les demandes de subventions, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu te retrouves à faire, ultimement, c'est rentrer ta quantité d'équipement avec la capacité de chacun de tes équipements. Puis là, tu vas avoir une grande capacité puis une grande efficacité. Avec toutes les kilowattheures sauvés, ben, il va y avoir une certaine subvention qui est attribuable à ça. Mais ce concept-là, en fait, c'est de regarder un peu en amont et de dire, au lieu de construire un bâtiment à minimum code, avec une grosse demande énergétique, puis ils répondent avec des équipements qui ont des grosses capacités, mais oui, certes, ils sont efficaces, fait que tu as une grosse subvention qui est associée à ça. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas un peu en amont, puis on ne dit pas, ben check, je vais te subventionner pour que tu aies un bâtiment qui a moins besoin de chauffage, moins besoin de climatisation, qui est plus résilient, qui est plus confortable. Fait que, ultimement, tu diminues tes kilowattheures, puis les kilowattheures restants, ben pourquoi tu ne réponds pas en plus avec un équipement efficace, tu sais? Le Monarque. Allons dans le Monarque. Ouais. Là, on tourne autour du sujet parce qu'il y a plein d'affaires super intéressantes là, qu'on évoque. Là. Mais le Monarque, là, c'est-tu fini de construire, ça? Non, aucunement. Là, le chantier vient de commencer, en fait. Là, fait que le dynamitage, puis ainsi de suite, on en a pour environ 1 an et demi là, de construction. Là. Donc, on est dans le chantier, on est dans le processus de certification. Puis c'est ça, là, fait que c'est un projet d'envergure, là, 2 stationnements souterrains, 8 étages, un bâtiment qui... Ça, c'est une particularité aussi du bâtiment, c'est qu'on a essayé d'y aller avec des méthodes de construction le plus, entre guillemets, standard possible, okay? Pour avoir une reproductibilité facile, un peu, au projet. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par standard? Ben, l'ensemble la structure du bâtiment, c'est du béton. Fait qu'un 8 étages béton qu'on voit fréquemment, tu sais. Partout au travers le Québec, surtout dans les multi-étagés. Les osstatures, autant périphériques que les cloisons internes, c'est de l'ossature métallique. Fait c'est quelque chose qu'on voit fréquemment aussi. Puis, justement, j'entends déjà du monde dire « ossature métallique, t'as des ponts thermiques terribles, dans tes murs périphériques, qu'est-ce que c'est ça? » Ben, l'ensemble de notre isolation est à l'extérieur de notre mur. On n'a pas d'isolation dans nos cavités périphériques. Okay? Fait que ça fait en sorte que tous les ponts thermiques qui seraient occasionnés par l'ossature métallique au périmètre, ben,
elle a son manteau à l'extérieur. Toute l'isolation est à l'extérieur. Puis ça permet de faire différentes choses, notamment se servir des cavités périphériques comme cavités techniques. Parce que tu n'as pas d'isolation. Là. Quand tu viens passer tes conduits, ton électricité ou ainsi de suite, ben, tu n'as pas d'isolation dans tes jambes. Puis, même chose pour l'étanchéité à l'air aussi. Il n'y a pas de pare-vapeur à l'intérieur. Le pare-vapeur est derrière la couche d'isolation, mais du côté extérieur. Fait que ça fait en sorte que chaque fois que tu viens poser une boîte électrique ou une switch ou peu importe, ben, tu ne viens pas perforer ton plan d'isolation par vapeur. Tu n'as pas besoin de gosser avec ton étanchéité à l'air chaque fois que tu as une perforation dans ton mur en gyps. Je me souviens un projet qu'on avait travaillé justement avec Lucie Langlois, qui est un de nos podcasts, la première saison en passant. Je me souviens qu'en avant-projet, on discutait avec l'entrepreneur général qui n'avait pas fait de maison passive encore, puis il se posait la question, c'était un 2 étages, mais c'était quand même des bonnes hauteurs. Il se demandait comment faire tenir vraiment l'isolation à l'extérieur concrètement. Ils sont arrivés, là, moi j'étais juste là dans ce meeting-là. Là, sur un 8 étages, là, avec la brique. Comment tu y arrives? Ah, c'est la brique qui le tient? Ah, non, OK. Non, en fait, la brique le tient pas, mais bon, premièrement, il existe déjà des systèmes un peu package pour répondre à ces problèmes-là. Ici, on les voit rarement, voire jamais dans les gros chantiers de construction. Mais si on regarde en Ontario ou en Colombie-Britannique ou en Europe, c'est des problèmes qui ont déjà été résolus. Il y a des systèmes propriétaires qui sont offerts, notamment, je pense à Suprema, leur ACS Thermal Clip. Il y a des genres de barres en Z également qui sont disponibles sur le marché où est-ce que tu peux faire tenir tes rangs isolants, venir mettre ton parement extérieur, tes forêts, ainsi de suite. Fait que toutes ces solutions-là ont déjà été trouvées. Fait que, comme Philippe le disait plus tôt, on n'a pas réinventé la roue. Puis c'est ça la beauté, en fait, je trouve, de la certification Passivhaus, c'est que c'est un gage de qualité et de performance, puis c'est aussi, excuse-moi l'expression en anglais, mais un roadmap, un peu, pour se rendre là. T'sais. T'as pas besoin de réinventer la roue, c'est pas du R&D, c'est déjà fait. T'sais. Exact, les solutions existent. Il faut juste les appliquer et les chercher. D'ailleurs, tantôt, tu parlais de courage, puis avant que tu répondes, je me posais la question, je me disais, c'est quoi le courage? Il n'y a pas de peur à avoir, le courage, c'est de passer à travers la peur. Mais en réalité, le courage, c'est de passer à travers la résistance au changement d'une industrie qui est naturellement, rébarbatrice à ça, là, qui n'a pas envie. Exactement. Pour différentes bonnes raisons. Je ne suis pas en train de dénigrer ces raisons-là, c'est normal. Là. Mais en même temps, essentiellement, de ce que j'entends, là, surtout depuis tous les podcasts qu'on fait, c'est la résistance au changement. Le méga challenge, en réalité. C'est même pas technologie, la résistance au changement. Les fameux dictons, un bâtiment, il faut que ça respire. Ces fameuses phrases-là, tu sais. C'est ça, c'est les façons de faire qui ont été amenées à travers le temps, puis ainsi de suite, puis les carcans à essayer d'échanger un peu, mais on dit souvent cette phrase-là, c'est soit la carotte ou le bâton, là, puis présentement, l'efficacité énergétique au Québec est un peu sur respirateur artificiel avec les subventions, dû au fait que notre kilowattheure est tellement faible que pour rentabiliser un projet, ça te prend des subventions. C'est pour ça qu'on est un des endroits dans le monde où est-ce que les subventions sont le plus généreuses, C'est pour justifier ces projets-là d'efficacité énergétique, Mais le bâton, entre guillemets, c'est les codes énergétiques, en fait, qu'il faut qu'ils se rendent là, Il faut qu'on force, il faut qu'on monte la base du minimum, Oui, puis je pense que les gouvernements... il y a un moment donné, il faut que tu suives aussi ta population, dans le sens, si tu arrives avec quelque chose de trop drastique, ça va juste péter, là, ça ne marchera juste pas. Là. Ils sont pognés avec ça. C'est beau relever la base, mais il faut que les gens suivent. Là. Puis sinon, tu vas avoir des hors-la-loi. Fait que, toi, au quotidien, là, mettons, pour le Monarque, tu es encore là-dessus, là, tu fais le pont, on disait ça en introduction, tu fais le pont entre architecte et tout le monde. Là. Ça ressemble à quoi, mettons, ton quotidien? Puis comment ta job, ta fonction est ultra importante pour arriver à certifier le projet dans 2 ans, dans le fond? Oui. Ben, dans le fond, la job d'un designer Passivhaus qui est sur un projet, c'est principalement le PHPP, qui est le Passivhaus Planning Package, qui est une sorte de logiciel de simulation énergétique, mais hard-coded, entre guillemets, dans le sens que les intrants, tu les fais tous. Il faut tout que tu passes un après l'autre, puis un guide, en fait, de modélisation qui est fourni, puis ainsi de suite. Fait que, principalement, ma job, en fait, ça se trouve être de monter le PHPP avec les intrants que j'ai des différents intervenants,
En début de projet, c'était justement dire « Ah, ben tu vois, cette solution-là par rapport à cette solution-là, celle-là serait plus économique, mais l'efficacité énergétique qu'on perd, la déperdition thermique de cette solution-là, elle fait vraiment mal, mettons, à nos ratios énergétiques pour être capable d'avoir de la certification. » Fait que c'est aider les différents intervenants à faire des décisions qui permettent ultimement en bout de ligne d'avoir un projet qui est vraiment efficace. Dealer avec les différents fournisseurs aussi des produits, puis également la certificatrice. Parce que ça, c'est quelque chose qui me plaît également dans ce processus-là de certification, c'est que en bout de ligne, quand tu as ta plaque, tu as comme un peu une garantie de performance. Parce que non seulement tu as un designer qui a monté ça à travers le PHPP, puis ainsi de suite, mais il faut qu'il y ait une certificatrice externe qui est accréditée par Passivhaus National, qui regarde l'ensemble de ton PHPP, l'ensemble des plans, l'ensemble des intrants, puis qui fait des suivis au cours du processus de construction, qui demande des photos des assemblages construits, qui demande des photos des matériaux livrés en chantier, puis ainsi de suite, pour faire en sorte que tu as un suivi rigoureux des performances modélisées, des performances construites, puis des performances réelles. Quand tu as ta plaque, tu as comme un peu une garantie de performance. Ouais, la plaque, c'est pas juste la médaille. C'est la. Ben, pas la certification, je suis trouvé dans le mot, c'est c'est le résumé du fait que tu as tout le travail qui est vraiment bien fait au quotidien, dans chaque détail. C'est le STEM qui dit OK, oui, c'est beau, ça a bien été fait tout le long. C'est pas tant important la plaque, c'est de dire que pour arriver à avoir obtenu la plaque, il a fallu que je fasse toutes les étapes sur la coche. Le Passivhaus. Ouais, vas-y. Parce que c'est ça, ben, il existe aussi plusieurs autres types de certifications à travers le marché. Là, je pense notamment à LEED, à WELL, ainsi de suite. Il y en a BCZ, puis ainsi de suite. Mais tu vois, Passivhaus, leur focus, là, c'est vraiment l'énergie. Fait que c'est vraiment la demande énergétique. C'est sauver l'énergie. La plus belle énergie, comme j'ai dit plus tôt, c'est celle que tu n'as pas besoin. Puis, fait que c'est vraiment une certification qui est basée sur la demande énergétique. Puis, après ça, le confort de l'occupant. Fait que, un va avec je m'en allais là, justement. Là, c'est que Passivhaus, justement, son focus est vraiment efficacité énergétique. Et on a déjà entendu auparavant que Passivhaus se fout un peu de l'environnement. Tant que tu es super efficace au yard de l'environnement. Est-ce que c'est ça que tu constates dans ce chantier-là? Ou l'environnement, il y a un aspect vérifié, là? L'environnement, il y a un aspect vérifié, puis c'est notamment à cause de l'entrepreneur. Si tu veux, je peux peut-être nommer un peu les intervenants. Là. Si tu as l'aise, vas-y, go, all the way, ouais. Construction Longer, qui est un peu un fleuron de l'Estrie, qui est un entrepreneur général qui, au départ, quand on a proposé Passivhaus, qu'est-ce qu'on avait le plus peur? C'était la perception de l'entrepreneur général, parce que ça amène des changements concrets pour eux, notamment au niveau de la construction. C'est pas pour rien qu'il y a des certifications qui se font pour les builders, pour comprendre intégrer au chantier toute cette belle conception-là qui a été faite antérieurement. Fait que, heureusement, cette entreprise-là prend les devants au niveau de plusieurs méthodologies pour essayer de diminuer leur impact carbone. On parle notamment de tri en chantier. C'est parmi les premiers justement qui s'assurent d'avoir comme un triage en chantier efficace pour essayer de diminuer leurs déchets de construction, le plus possible le cycle de la roue. Puis après ça, au niveau de l'impact carbone des matériaux, ça c'est un sujet qui est super intéressant parce que c'est vrai que ultimement, il y a beaucoup de gens qui vont un peu comme critiquer le Passivhaus au Québec, étant donné que notre électricité est verte. Okay? Étant donné que notre kilowattheure, c'est pas la fin du monde si on en consomme tant plus, parce que le gros de l'impact carbone d'une bâtisse dans sa durée de vie au Québec, mettons qu'on parle d'un bâtiment déjà relativement efficace, là, ça se trouve à être dans ses matériaux de construction. Fait que les gens disent, bon, mais ça vaut pas nécessairement la peine d'aller jouer sur diminuer la consommation énergétique parce que ton impact carbone est dans tes matériaux. Fait que fais juste diminuer au minimum les matériaux que tu as besoin puis tu diminues ton impact carbone de bâtiment. Mais je pense que c'est un peu un faux dilemme parce que pourquoi à la place on n'essaie pas d'avoir un bâtiment qui répond aux objectifs, mettons, de décarbonation au niveau de notre demande énergétique au terme d'Hydro-Québec, puis ainsi de suite, d'avoir des bâtiments qui ont besoin moins d'énergie. Certes, on a plus de matériaux, mais pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas à la place le carbone dans ces matériaux-là? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas des matériaux biosourcés? Pourquoi c'est pas ça l'enjeu? Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de diminuer l'impact des matériaux utilisés? Puis avoir un bâtiment qui a moins de carbone intrinsèque,
Puis beaucoup moins de carbone opérationnel aussi, tu sais. Ouais, c'est ça la balance à avoir. Puis au Québec, cette balance-là est complètement différente là, des autres provinces ou des autres places dans le monde. Mais tu sais, concrètement, là, si tu faisais le même projet, pas Passivhaus, OK, parlons disons, de pouces d'isolation, parce que Passivhaus, en fait, on a déjà parlé à plusieurs architectes là, au podcast, puis les plus gros bâtiments sont techniquement plus faciles à certifier. OK? Il y a ce ratio, comme tu disais, là, de surface puis de volume qui est un peu plus facile aussi. En tout cas, pour avoir un bâtiment plus gros, on dit que c'est plus facile à certifier. Est-ce le cas? Puis c'est quoi vraiment la différence au niveau de l'isolation? Tu sais, on parle de combien d'isolation dans un mur extérieur? Les fenêtres, c'est quoi la vraie différence? Puis je crois qu'on en parlait aussi, là, parlons un peu de la mécanique de tout ça. C'est quoi la différence versus un plus standard, là? C'est ça, exactement. Bon, OK. Fait que, mettons qu'on parle isolation extérieure. OK. Présentement, on a 8 pouces d'isolant extérieur, qui est quelque chose qu'on voit presque jamais. Fait qu'on on a environ R35, R36, dépendamment là, des différents murs extérieurs. Mais ça se trouve à être mon déprécié. Fait que c'est ma valeur réelle dépréciée de mon mur extérieur. Qui prend en compte les perforations ponctuelles, exemple des attaches à briques, mettons, tu sais, ou vraiment comme l'ensemble des ponts thermiques potentiels du projet. Mais je pense que c'est pas nécessairement judicieux d'aller et dire bon, mais si tu veux Passivhaus, ça te prend telle valeur R au mur, telle valeur R au toit, telle valeur R de fenêtre, parce que chaque projet est différent. Tu sais. Ouais, mais tu dis ça, mais R35, c'est même pas gros, là. C'est pas énorme. Je comprends que c'est la vraie valeur R, là. On parle du R total avec les ponts thermiques, mais c'est pas fou, le R35, là. C'est pas complètement dérisoire, exactement ça. Puis après ça, bon, c'est sûr que les fenêtres, là, c'est un gros enjeu, tu sais. Puis il y a également plusieurs notions que Passivhaus, la manière que tu rentres les données, si tu veux, la plupart de nos standards, mettons, de nos valeurs standards qu'on utilise en termes d'efficacité, par exemple de VRC ou de valeur dépréciée de nos murs, puis ainsi de suite, eux, ils ont comme un peu leur propre set. Okay? Si on prend un exemple concret, exemple les VRC, Jean-Sébastien, tu connais ça, tu travailles avec ça tous les jours, ben, les fameuses efficacités à HRI ou bien HVI, que c'est disponible sur leur site web, ben, la manière de test de cette efficacité-là énergétique n'est pas compatible avec la valeur qu'il faut que tu dois rentrer dans le PHPP. Puis une des raisons, notamment, c'est que l'HVI va avoir tendance des fois à prendre le gain de chaleur de la fan dans l'efficacité, la récupération de chaleur. Tandis que Passivhaus, elle, c'est vraiment l'efficacité au cube. Donc, un petit détail comme ça qui fait en sorte que, à mon sens, c'est beaucoup plus pointilleux, mais beaucoup plus réaliste de la réelle consommation énergétique d'une bâtisse. T'sais. Puis les fenêtres, bon, c'est sûr que c'est le gros enjeu au niveau du Passivhaus. C'est ça souvent que les gens vont dire oh, mon Dieu, c'est R7 de fenêtre, c'est dérisoire, mais il faut que tu y ailles un peu par élimination. Quand tu veux réduire ta consommation énergétique, tu regardes qu'est-ce qui consomme le plus, c'est quoi ta plus grosse déperdition thermique, ben, c'est tes fenêtres. T'sais. Fait que vous autres, mettons, au Monarch, là, si tu y vas en bullet point, là, on a parlé, là, tu viens de dire 8 pouces isolants. Au lieu de qu'est-ce que tu vois standard dans un multilogement semblable? Ce serait 2, 4 pouces? Ouais, un BPR4 extérieur, juste pour dire que tu as brisé tes ponts thermiques, puis après ça, tu vas avoir de l'isolation dans tes studs métalliques. T'sais. R24, quelque chose comme ça, R26, genre? Ben, nominal, mais quand tu arrives pour le déprécier, ouais, c'est ça. Des fois, ça. Avec les ponts thermiques, il y a des projets, où est-ce que l'effectif, mettons, ça va tourner autour de justement sur R22, R23, R24, mettons. Puis, quand tu arrives pour le déprécier avec l'ensemble des ponts thermiques, ben, tu tombes à R12, R11. Dépendamment, c'est quoi tes ponts thermiques, ça, c'est quelque chose d'autre que Passivhaus. Mais vraiment, l'impact dessus, c'est une conception sans pont thermique. C'est ça qu'il faut que tu essaies de viser. Fait qu'au-delà de l'isolation, c'est la conception sans pont thermique. Fait que ça, je comprends que c'est une autre innovation. Puis t'en parlais plus tôt aussi, là, ça a été un des éléments challengeants, peut-être avec les fournisseurs, les ingénieurs de structure, etc. Quoi d'autre que vous avez apporté dans ce projet-là pour le rendre... il n'est pas Passivhaus classique, il va être Passivhaus Low Energy. C'est quand même vraiment très, très, très bon.
Fait que quoi d'autre que vous avez mis en Ben, pratique? tu vois, c'est un bâtiment commercial. Fait que, il y a des corridors de circulation. Fait que ça prend un apport d'air frais pour ces corridors-là. Ben, sur notre façade au sud, on a un mur solaire qui vient préchauffer l'air frais, qui est ensuite alimenté au ventilateur récupérateur de chaleur qui est au toit. Fait qu'on va chercher comme un peu de gain, en guillemets, passif, si tu veux, de par cet intrant énergétique dans le mur solaire. Sinon, écoute, on a des... Attends, ton mur solaire, c'est-tu un mur trombe ou c'est un appareil? C'est un genre de mur trompe un peu, là. Ouais, exact. C'est quand même assez similaire à un mur trompe. T'as comme, si tu veux, des éléments métalliques, un espace d'air, puis des genres de petites lamelles métalliques, en fait, là, qui va comme transférer la chaleur des éléments métalliques au flot d'air. C'est comme tu préchauffes. Un gros heatsink solaire, finalement. Ouais, un peu. Tu peux voir ça. Puis en dessous de ça, t'as quand même ta même couche d'isolation de 8 pouces, là, tu sais. OK, c'est cool, ça. À part ça, t'allais dire? Il y a d'autres systèmes mécaniques parce que oui, tu sais, tu as le TEDI, la demande en chauffage, qui est importante, mais Passivhaus regarde également ta consommation globale énergétique de ta bâtisse. Fait que c'est quand même important d'avoir des équipements qui ultimement sont efficaces. Puis là, on parle notamment, exemple, l'eau chaude domestique pour ce bâtiment-là. Les frais énergétiques sont payés par la propriétaire, puis donc ça a été relativement facile de justifier ce surcoût d'investissement-là, mais on a conçu en fait un système de thermopompe pour chauffer l'eau chaude domestique. L'eau chaude domestique est chauffée majoritairement à l'aide de thermopompes, c'est aérothermique. On va chercher la chaleur de l'air extérieur, avec un bon COP, on la pousse dans le réseau d'eau chaude domestique. Vous l'avez conçu ou vous l'avez acheté? C'est un système qui est propriétaire, là, dans le sens que les ingénieurs mécaniques, nous autres, on prend différents systèmes existants, puis on fait comme une conception avec. Là, mais oui, c'est un paquet de fournisseurs là, qui ont déjà ces systèmes-là package, si tu veux. Là. OK, c'est ça. Fait que vous n'avez pas tant réinventé la roue, vous avez fait vraiment de l'innovation. L'innovation, c'est ajouter, comme dans l'innovation, de la nouveauté. C'est ça. Ah, c'est vraiment intéressant, ça, tout ça. Là. Justement, c'est un point que je veux te poser comme question au niveau de l'eau, parce qu'on a fait un podcast dernièrement au niveau de l'eau. Quelque chose qui est vraiment très négligé. Eye-opener, j'essaie de... Négligé, j'ai l'impression, oui, mais... Qui est ultra négligé, là. Je vous invite à aller écouter le podcast et même le documentaire La Goutte de trop sur Télé-Québec. C'est un documentaire qui est gratuit, ça dure 50 minutes. C'est vraiment, là, il faut qu'on allume là-dessus, là. Tout ça pour dire que, avez-vous des aspects au niveau de l'eau que vous avez géré dans le bâtiment, à part la thermopompe, là? Écoute, on a des appareils à faible débit, au niveau des appareils en bout de ligne là, pour consommation d'eau directement à la source, mais outre ça, la rétention d'eau en toiture, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment dans les projets commerciaux, de plus en plus, justement pour éviter d'avoir un gros débit qui est envoyé aux services municipaux. Mais outre... Ah, c'est bon. C'est justement, ça faisait partie du point, en fait, qu'on parlait avec EcoTime, là. Fait que c'est la rétention en toiture, on voit ça quand même assez fréquemment là, dans les gros projets d'envergure. Donc, tu vas te servir de ton bassin de toiture comme genre de bassin de rétention, un peu, pour quand il y a des grandes crues, pouvoir tempérer un peu le débit qui s'en va aux services municipaux. Mais... Et toiture verte? Toiture végétalisée? Vous non, on n'a pas mis de toiture végétalisée dans ce projet-là. Y a-t-il une raison particulière? Ça n'a pas été abordé. Moi, personnellement, j'ai quand même un peu de restrictions par rapport aux toitures vertes. Si tu fais, mettons, une analyse de cycle de vie un des cours qu'on a eu à travers le bac, là, où est-ce que tu peux prendre justement on parlait de carbone intrinsèque là, plutôt. Là. Tu prends un peu, mettons, le carbone intrinsèque d'une toiture verte là, à cause de tous les étagers membranaires que tu as qui sont souvent pétro-sourcés. Ben, tu as un impact carbone qui est non négligeable dans ta toiture verte. Tu as bien beau réduire tes îlots de chaleur, tu sais. Puis est-ce que c'est réellement durable dans le temps aussi? Là? Ben, je pense pas que toutes les innovations peuvent avoir leur justification, mais il faut être capable de justifier le bon produit au bon projet. C'est pour ça que je voulais t'amener vers ça, parce que il y a des... Quand tu parles souvent de bâtiment durable, on a fait une série de quiz puis de vox pop dernièrement pour le podcast sur DDM. Tu allé prendre le pouls en fait des gens, et quand on parle de durabilité ou de bâtiment performant, là, ce que les gens vont associer à ça, c'est souvent panneaux photovoltaïques, des bornes électriques pour les autos, puis quelques-uns ont parlé de toiture végétalisée. C'est pas mal tout, là. Effectivement, la toiture végétalisée,
Oui, c'est un beau... c'est ce qui est visible, JS. Quand tu parles, Ouais, quand tu penses, c'est ce qui est visible. Panneaux solaires sont visibles, vrai, hein? toiture végétalisée, c'est visible. Les fenêtres. Ce qui est important, c'est ce qui est au-delà des murs. Ouais, exact. Hein? Fait que je veux dire, c'est normal, c'est correct, là, c'est pas tout le monde qui est fou Ouais, comme nous. Mais oui, t'as raison. Tu peux avoir des fausses impressions. Ah oui. Puis, non, c'est bon de parler de ça, avec toiture végétalisée, qui est pas nécessairement qui est bonne, mais pour y arriver, tu as un impact massif, un peu comme les batteries d'automobile, là. C'est beau, mais c'est peut-être moins beau le minage de tout ça, là. Mais, OK, c'est vraiment intéressant. Tout ça, y a-t-il d'autres choses de particulier que vous avez fait dans le projet ou on a fait d'autres tour? Écoute, je pense que... Tu dis innovation au niveau peut-être économique ou financement ou... c'est-tu financé, ce projet-là? Parce que c'est dans le fond, c'est gouvernemental. Ben, partiellement, tu sais, je suis pas fervent, ben pas fervent, mais je suis pas très connaissant en fait de la méthodologie de financement de ce projet-là. Tu sais, c'est pas vraiment mon dada, mais je sais que la fac était partie prenante du projet, la municipalité de Sherbrooke également, parce que c'est un critère de la fac. Puis après ça, tu as l'OBNL également, là, tu sais, qui reste propriétaire également du projet, puis qui s'assure une pérennité. Puis un entretien de ce bâtiment-là, tu sais. Mais justement, moi, j'ai l'impression que des projets comme ça qui sont partiellement financés avec de l'argent public, on a intérêt à aller vers des bâtiments qui ont moins de coûts énergétiques pour les locataires à faible revenu, tu sais. Au bout du mois, la personne à faible revenu qui a été capable de se qualifier pour avoir ce logement-là subventionné, ultimement, ben, aussi bien qu'elle ait plus d'argent à la fin du mois dans ses poches, tu sais. Oui, exactement. Puis dans la volée du reportage de Télé-Québec, il y avait Kécotin la semaine passée, on parlait justement d'un financement alternatif. Comment il peut appeler ça? Des fiducies? Pour mettre pour démarchandiser en fait les bâtiments, puis s'assurer qu'ils demeurent accessibles dans le temps plutôt que de vivre la surenchère, là, de juste augmenter au niveau suivant la courbe d'indexation du coût de la vie. Il y a vraiment beaucoup d'innovation à l'extérieur de l'efficacité énergétique. Au-delà du mur en soi, encore une fois, faire un lien avec notre podcast au-delà des murs, il y a vraiment d'autres choses autour de ça. Puis effectivement, comme tu disais, la justice... énergétique, la justice énergétique, c'est ça, c'est quelque chose que, tu sais, nous, on est moins confrontés à ça au Québec à cause que notre kilowattheure, il est super abordable. Mais... Étant dans une métropole aussi. Étant dans une métropole aussi, exact. Mais tu sais, si tu regardes en Europe ou en France, quand la climatisation s'est rendue un luxe, c'est quelque chose qui tu sais, les coûts énergétiques, ils vont pas en diminuer dans les années à venir. L'inflation, elle frappe partout, là, tu sais. Oui, exactement. Fait que, tu sais, l'eau, l'énergie, c'est des affaires au Québec qu'on prend vraiment pour acquises. Puis tant mieux. Puis encore une fois, je suis pas en train de critiquer négativement. Tant mieux, on est du bon bord. On est du bon bord, pour vrai. En même temps, est-ce qu'on doit gaspiller nos ressources parce qu'on en a une abondance en apparence infinie? Ben non. C'est ça. Puis faut qu'on en même allume. temps, peut-être un autre élément qu'on n'a pas abordé aussi, mais d'où la raison pourquoi il n'y en a pas vraiment de bâtiments passivas d'envergure au Québec, tu sais, c'est qu'on est quand même une région nordique. On ne se le cachera pas. Une métrique qui est communément utilisée, c'est les degrés jours de chauffage. Okay? Fait que, ultimement, c'est un nombre qui détermine, OK, dans telle municipalité, tu as tant de degrés jours de chauffage. Exemple, à Sherbrooke, c'est 4700 degrés jours de chauffage. Okay? Fait que plus que ce chiffre-là est gros, plus que tu vas avoir de besoins en chauffage dans ton année. Comparativement, mettons, à Vancouver, qui est un peu comme le leader du bâtiment passif au Canada. Il y en a beaucoup des bâtiments d'envergure passivas qui se construisent, notamment le projet Curve, qui est un bâtiment, un skyscraper certifié passivas classique, là-bas qui s'en vient. Ben, eux, ils ont environ 3000 degrés jour de chauffage. Fait que c'est un gros écart, mais la métrique reste la même. C'est ça l'affaire, c'est que pour atteindre les métriques, mettons, de passivas classique au Québec, ça te prend une enveloppe assez intense, puis il y a une conception bioclimatique vraiment éprouvée aussi. Là, fait que nous, on essaie. Fait que c'est pour ça le Low Energy Building et pas, disons, la certification classique. Exact, c'est en bonne partie pour ça aussi, puis c'est parce qu'encore une fois, on a essayé de se coller le plus possible aux méthodes de construction puis aux volumétries qu'on voit usuellement. T'sais. Fait que de prouver un peu que ce bâtiment-là, il y a la même volumétrie, c'est pas une volumétrie hors du commun, puis on est capable d'atteindre ces performances-là. Non, c'est absolument, c'est ce qu'il faut faire aussi,
montrer que c'est faisable. On n'a pas besoin d'y aller aussi toujours haut de gamme, mais déjà, Passive House Low Energy, comparé au code, là, y a-tu... Je sais qu'au code standard, il doit avoir un certain genre de Teddy. Pas au Québec. Average, y a-tu des données là-dessus ou qu'on sait, disons, un bâtiment de la même taille consommerait environ combien de plus? Oui, de mémoire, bâtiment résidentiel, t'as des informations qui sont possibles de trouver, notamment dans Energy Star. Là, ils ont comme un gros, si tu veux, une grosse liste là, des bâtiments qui s'inscrivent volontairement sur le site d'Energy Star. Fait que tu peux avoir un peu des données comparables. Il y en a très peu au Québec. Fait que la plupart de ces données-là viennent d'ailleurs, mais c'est aux alentours de 115 kWh par mètre carré par année, là, en Teddy. Puis disons, le Low Energy, c'est déjà 30, fait que c'est déjà 4 fois quasiment mieux. À toute fin pratique, oui, c'est ça. Que quelque chose de standard. Fait que déjà, on n'a pas besoin d'aller encore 8 fois mieux, encore 2 fois mieux. Fait que non, regarde, c'est un bon début. Puis en tout cas, ce projet-là, comme tu dis, ça vient de commencer. C'est sûr que nous, sur nos réseaux, on va commencer à partager là, tout ce qu'il y a. C'est sûr que là, ça va commencer à être médiatisé. On va avoir des photos. On va vous garder au courant. C'est un très beau projet qui s'en vient. Je peux peut-être juste, en terminant, juste mentionner les intervenants qui ont été vraiment instrumentaux à travers tout ce processus-là, puis qui ont eu le courage de le faire. Là, en architecture, il y a Équipe A qui nous a supporté tout du long, puis qui ont mis les bouchées de double pour faire des beaux détails. Construction Longée, entrepreneur qui se sert un peu de ce projet-là pour promouvoir des méthodes de construction différentes, qui est super innovant. Côté gens en structure, qui ont eux autres mis les bouchées doubles pour concevoir des assemblages quasi sans pont thermique. Puis finalement, EXP, là, puis nous-mêmes, IM Expert Conseil, mécanique. On va mettre des claps en effet sonore au montage. À chaque fois que tu vas nommer ça, avec des petits comptes ici, ça va être parfait. Hey, c'est super intéressant. On a couvert des sujets qu'on couvre rarement. On va couvrir de plus en plus, hein, je pense, Philippe. Pour vrai, on s'en va vers des projets de plus en plus gros, en tout cas des intervenants de plus en plus massifs ou influents. Merci, Raphaël. On te rejoint sur LinkedIn. Vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn ou bien directement par courriel là, raphaël.bojoli@commercial.ime avec un S, expert.com. Une affaire qu'on n'a pas mentionnée, Raphaël, il est membre aussi de Bâtiment Passif Québec. Donc, ouais. On l'a pas mentionné dès le début. Là, il fait partie de notre belle équipe. Venez les rencontrer aussi à des événements. Il est toujours là. Excellent. Merci, les gars. Une bonne journée à vous. Bonne journée, les gars. Merci. Ciao. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast d'Au-delà des murs. Et surtout, merci à notre invité pour avoir partagé ce beau moment avec nous. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à info@commercialaddm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, RETROFIT construction.ca. Pour des matériaux de construction les plus performants et en stock pour vos projets de bâtiments durables, contactez GoPassif au www.gopassif.com et faites-vous livrer partout au Québec. Merci encore une fois et à la prochaine!